Je suis journaliste scientifique pour le magazine Québec Science. Et puis, nous aussi, on a été un peu pris dans ce tourbillon-là de multitudes de publications et de pandémies. Donc, je vais essayer de vous expliquer un peu rapidement comment est-ce que moi j'ai perçu ça et comment est-ce que ça s'est passé du côté des médias. C'est un vaste sujet, donc je vais essayer d'aller vite puis de vous laisser un peu de temps pour les questions. Donc, très rapidement, je travaille pour Québec Science, qui fête ses 60 ans cette année, en 2022. Euh, Moi, j'ai une formation en biologie plutôt, mais j'ai toujours travaillé comme journaliste, donc pour la presse médicale et pour la presse grand public en France et au Québec. Et ça fait maintenant 11 ans que je suis chez Québec Science. Euh, donc, en fait, je vais essayer de faire un peu le portrait, mais excusez-moi d'avance si ça part dans tous les sens. C'est qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'information scientifique et la façon dont ça a été réceptionné, disons, pendant la pandémie. Je pense que le point principal, c'est que la pandémie, elle a exacerbé les défis, en fait, qui sont inhérents au journalisme scientifique. C'est-à-dire que d'un côté, il faut qu'on rende compte des avancées scientifiques un peu en temps réel, sans recul, qu'on doit faire le tri, nous aussi, dans un flot d'informations de qualité variable. Donc, si vous y retrouvez pas dans les publications, imaginez, nous, du côté des journalistes, puis on est un peu la courroie de transmission entre ce monde de la recherche et puis le grand public. Donc, qu'est-ce qu'on va sélectionner comme information, qu'est-ce qu'on va rejeter, c'est assez compliqué. Et puis, la pandémie, ça a aussi été un moment où on avait très, très peu accès au terrain. Donc, les établissements de santé étaient fermés, les laboratoires étaient fermés, donc les contacts qu'on avait, c'était principalement par Zoom, comme tout le monde, mais donc ça a quand même compliqué un peu le fait de pouvoir rendre des comptes sur ce qui se passait. Et puis, de l'autre côté, on fait le lien avec un public qui est avide d'informations, surtout au début de la pandémie, mais avide d'informations courtes, claires, tranchées, sans nuance. Et puis, je veux pas avoir l'air condescendante en disant ça, mais c'est une réalité, c'est-à-dire que le niveau de littératie scientifique dans le grand public, il est quasiment nul. Donc, on s'adresse à des gens qui ne savent pas ce qu'est un virus, ne savent pas ce qu'est une pandémie, ne savent pas ce qu'est l'immunologie en partant. Même le mot épidémiologie, je pense que tout le monde l'a découvert pendant la pandémie. Et puis, surtout, le grand public ignore tout ou presque de la recherche et de la démarche scientifique. Et donc, c'est un grand problème, on va le voir, et ça a été un problème pendant la pandémie. Donc, évidemment, on s'est retrouvé à couvrir cette crise comme tout le monde à 1000 km/h avec, on l'a dit, je vais passer vite, mais bon, rien qu'en 2020, 100 000 articles scientifiques consacrés à la Covid-19. Donc, c'est des centaines par jour. Donc, évidemment qu'on ne pouvait pas tout lire ni tout suivre. Plus de 2700 essais cliniques qui ont été lancés en 2020. Donc, encore une fois, impossible de rendre compte de tout ce qui se passait. Juste pour vous donner une idée, les 3 premiers mois de la pandémie, Journal de Montréal seulement et la Presse Plus, il y a eu 4500 articles qui ont traité du coronavirus. Donc, on chômait pas, mais c'était vraiment une sorte d'effervescence aussi, où tout se mélangeait un peu. C'est-à-dire qu'il fallait rendre compte de la science du virus, évidemment, de ce qu'on connaissait sur ce nouveau virus, mais aussi des décisions politiques, économiques, les mesures de santé publique, les mesures sanitaires. Donc, tout se mélangeait un petit peu. Et très tôt, il y a eu une forte politisation des questions scientifiques. On y reviendra un peu, mais ce qui a contribué, je pense, à mêler un petit peu tout le monde. Ça, c'est juste une illustration. Évidemment, je jette le blâme sur personne, mais je pense que c'est le genre de choses qui a contribué à ce qu'on se perde. D'un côté, on dit non, il ne faut pas utiliser les masques. 6 mois plus tard, on dit oui, on utilise les masques. Donc, les gens ont perçu cette hésitation-là des politiques. Ils l'ont aussi perçu comme une hésitation scientifique, ce qui n'était pas toujours le cas. Mais donc, voilà. Puis je vais rappeler très vite le contexte médiatique. Donc, l'idée, c'est pas de vous faire pleurer ou de faire une levée de fonds, mais je pense que c'est important quand même de rappeler le contexte dans lequel on travaille, à la fois les journalistes scientifiques et les journalistes généralistes. Donc, c'est le milieu médiatique traditionnel qui est très affaibli depuis les années 2000-2010 avec la perte de revenus publicitaires. Donc, c'est un peu des vieux chiffres, mais bon, la tendance reste la même. Entre 2008 et 2017, les salles de rédaction ont éliminé le quart des journalistes en Amérique du Nord. Donc,
voilà, on est de moins en moins nombreux et il faut réagir de plus en plus vite, presque instantanément avec Internet. Donc c'est ça, c'est pas évident. Et comment est-ce que la science était traitée dans les médias avant la pandémie? Bah, c'était un peu l'abonné absent du traitement médiatique, même si la science est présente dans tous les grands enjeux sociétaux actuels, que ce soit santé, environnement, énergie, techno, changement climatique, eh bien, c'est vraiment quelque chose dont on parle très peu dans les médias. Encore une fois, le chiffre est un peu ancien, puis je m'en excuse, mais c'est très représentatif. C'est-à-dire qu'en 2009, quand on regarde tous les journaux américains, et il y en avait beaucoup plus qu'aujourd'hui, il y avait seulement 79 journalistes spécialisés en sciences. Et dans les grandes rédactions, y compris aux nouvelles de Radio-Canada, en fait, il y a très peu, voire aucun journaliste vraiment formé en sciences. Il y a des journalistes scientifiques à Radio-Canada, mais ils sont dans les émissions spécifiques comme Découverte. Mais dans la salle des nouvelles, ben, il y en a très, 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 très peu. Donc, en fait, il y a un grand manque de formation des journalistes en sciences également. Comment elle est traitée, la science, habituellement dans les médias? Ben, c'est très cliché, c'est-à-dire qu'on va dire « Ah, il y a une nouvelle étude qui dit que il y a un nouveau traitement pour Alzheimer, par exemple. » Donc, on va retenir les avancées spectaculaires, on va donner l'impression que la science, c'est des découvertes, c'est comme ça que ça fonctionne, puis on cherche, on trouve, et on n'explique jamais, en fait, ou presque, ce que c'est que la démarche scientifique, comment ça fonctionne, comment ça se construit. Et on explique encore moins tout ce dont vous avez parlé aujourd'hui, c'est-à-dire le système de publication, de révision par les pairs. Donc, c'est vraiment une image très biaisée de la science qui est donnée dans les médias. Et puis, je vais revenir très rapidement sur ce que ça a comme conséquence aussi. Au Québec, il faut savoir qu'il y a 7 relationnistes pour un journaliste, donc 7 personnes qui travaillent dans les services de communication des instituts de recherche, des universités, tout ça pour un journaliste. Et donc, ce que ça donne, c'est que les journalistes se fient énormément aux communiqués de presse qui sont émis par ces institutions-là et les remanient parce qu'ils n'ont pas les connaissances, ils n'ont pas le temps. Et donc, en fait, le journalisme scientifique, c'est souvent de la communication au sens où on relaye le message qui nous est donné par les universités. Or, ben, vous le savez, le journalisme, il doit s'appuyer sur ses propres enquêtes et il doit surtout avoir une posture analytique et critique face à la science. Et ça, bon, ben voilà, ça demande des ressources et du temps, ce qu'on n'a pas. Je pense que vous étiez assez juste tout à l'heure dans le sondage, mais effectivement, il y a seulement 13% des Canadiens qui ont affirmé avoir payé pour avoir accès à des nouvelles en 2020. Donc, d'où ce message un peu contradictoire de la presse. Vous informer, c'est gratuit, mais en même temps, le journalisme, ça a un prix. Donc, voilà, c'est un peu compliqué d'avoir que des nouvelles gratuites et d'exiger de la qualité. Et bref, tout ce contexte pour dire que je pense qu'il y a une confusion assez généralisée, à la fois du côté des salles des nouvelles et du grand public, avec un virus imprévisible, une science, des connaissances, disons, en construction, des contradictions apparentes qui sont tout à fait normales, mais qui ont été bizarrement perçues par le public parce qu'on n'a pas l'habitude de percevoir ces contradictions scientifiques, avec des études de qualité très, très, très inégales. Et les journalistes ont eu du mal, en fait, à faire la part des choses entre les certitudes et puis les incertitudes inhérentes à la recherche qui sont tout à fait normales. Et c'est également difficile de la part des journalistes de challenger les experts quand on ne sait pas, en fait, comment fonctionne la démarche scientifique et ni vérifier c'est ça, la compétence ou la légitimité des différents intervenants. Ça, on va y revenir. Alors, bon, je ne prétends pas savoir comment diffuser de l'information scientifique de qualité, mais disons que dans les médias scientifiques, on a quand même l'habitude de fouiller dans les bases de données. Alors bon, encore une fois, je pense que monsieur le Mariel disait, c'est 250 000 publications sur la COVID, donc évidemment qu'on ne peut pas faire une revue de la littérature pour chaque sujet. Et on nous apprend à, évidemment, ne pas attribuer la même qualité ou la même confiance à tous les types de publications scientifiques. On préfère les méta-analyses. On essaye de ne pas se baser sur une seule étude dit que, mais on essaye de regarder le corpus de connaissances sur un sujet. Et bon, évidemment, tout ça a volé en éclats pendant la pandémie parce que des méta-analyses, il n'y en avait pas. C'est à peine si on avait 2 études successives sur le même sujet.
Donc, voilà, c'est pour vous donner encore une fois une idée de ce qui se passait. L'efficacité diminue rapidement, l'immunité diminue rapidement. Ah ben non, finalement, l'immunité, elle peut durer longtemps. Puis c'était comme ça, puis c'était un ping-pong toutes les semaines avec des études qui sortaient, puis qui se contredisaient, pardon, en apparence. Excusez-moi, je parle vite, mais j'ai beaucoup de choses à vous dire. Et donc, en fait, nous, on a changé évidemment nos façons de faire, notamment parce que si on voulait parler de la pandémie, on n'avait pas le choix de se reposer sur les prépublications. Donc évidemment, c'est pas quelque chose qu'on avait l'habitude de faire parce pour toutes les raisons qui ont été évoquées précédemment. Mais 30 et même, je pense, plus dans les années suivantes des publications étaient des prépublications, dont certaines faisaient beaucoup de bruit. Parfois, les résultats d'essais cliniques étaient transmis juste par des communiqués de presse. Donc, on n'avait quand même pas le choix de les couvrir, mais en même temps, on n'avait aucune information. Donc, c'était très difficile. Et en fait, on s'est reposé beaucoup sur, en tout cas moi, mais je pense que je ne suis pas la seule, sur des commentaires en direct sur Twitter. Donc, j'ai jamais utilisé autant le réseau de scientifiques qui réagissait quasiment en direct à chaque publication, à chaque émergence de variants, qui continuent de le faire en fait. Et c'est pour moi, en tout cas, une source très précieuse parce que ça donne un accès quasiment illimité à des analyses de chercheurs de partout dans le monde. Et puis, on s'est tous reposés sur les scientifiques, des experts qui étaient partants pour parler aux médias. Et d'ailleurs, on les remercie, dont certains ont été très, 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 très médiatisés. Euh, et qui ont permis en fait de nous aider à décrypter un peu ce qui se passait. Euh, et bon, alors, les experts, c'est génial, mais c'est aussi une question épineuse. Et ça, on l'a vu dans beaucoup de médias. C'est-à-dire que pour beaucoup de journalistes généralistes, en fait, il y a encore cette espèce d'aura du scientifique. Il est scientifique, donc il sait tout, il peut commenter tous les sujets scientifiques parce qu'il est expert en sciences. Et il y a cette espèce de parole d'évangile qui est peu remise en question. Oui, mais il est professeur à l'université, donc on va lui faire confiance. Et ce qui a mené, et on a vu beaucoup, et ça continue, à mettre au même niveau l'opinion parfois très marginale d'un expert, de le mettre au même niveau qu'un corpus de connaissances, un consensus scientifique, et puis de dire bah, ça se vaut en fait. Et donc, c'est un peu ce qui a, je pense, brouillé les cartes et les ratés de la communication et du journalisme ont beaucoup reposé sur ça. Et autre problème qui est aussi que le manque de formation à la démarche scientifique et à ce qu'est le consensus du côté des journalistes fait qu'on recherche l'équilibre et l'objectivité comme on le ferait par exemple en politique. C'est-à-dire, je vais parler à la CAQ, bah, je vais aussi parler aux libéraux. Je vais parler à la mairesse de Longueuil, mais je vais aussi parler, je sais pas, à la mairesse de Saint-Hubert pour avoir son avis. Enfin, et en fait, en science, évidemment, c'est pas comme ça que ça marche parce que toutes les opinions ne se valent pas. Euh, Évidemment qu'il y a des controverses, je dis pas le contraire, c'est même un moteur de la science. Euh, Souvent, ces controverses, elles portent sur des détails, en tout cas sur l'interprétation des résultats scientifiques, sur des questions de méthodologie. Mais il y a des aspects qui font l'objet de consensus, et ça, on l'oublie parfois du côté des journalistes généralistes. Et évidemment, en général, ces subtilités d'interprétation ou ces débats autour des méthodologies, bah, elles se font en coulisses dans les congrès scientifiques. Et là, tout a été étalé en fait sur la place publique. Et là, on s'est dit, mon Dieu, les scientifiques se contredisent, ils ne sont pas d'accord entre eux, alors que c'était plus une façon habituelle de faire la science, mais qu'on ne montrait pas d'habitude sur la place publique. Donc, ça a contribué évidemment à la confusion générale. Alors, comment on trouve les bons experts? Moi, de mon côté, c'est sûr que je ne contacte jamais quelqu'un avant d'avoir fait une revue de la littérature, voir quelles sont les équipes les plus pertinentes sur un sujet donné, qui est-ce qui fait un peu autorité dans le domaine. J'ai aussi évidemment plein de chercheurs que je connais qui peuvent me renseigner. Donc voilà, je cherche quelqu'un sur tel sujet des neurosciences. Est-ce que tu connaîtrais une équipe qui travaille là-dessus? Donc on a quand même, en tant que journaliste scientifique, un réseau assez riche. On peut aussi passer par le service des communications des universités. Et on ne se fie jamais à une seule équipe, à une seule étude. On essaye toujours d'élargir, de faire commenter. Et,
Et voilà, on vérifie aussi évidemment les conflits d'intérêts, mais au sein des journalistes, tout le monde ne connaît pas PubMed, loin de là. Donc, parfois, on se fie à ce qu'on voit dans les autres médias. Ah, un tel s'est exprimé, c'est qu'il doit être pertinent, puis on le rappelle. Et c'est comme ça qu'il y a eu une émergence de certains experts qui étaient tout le temps présents dans les médias et qui se sont énormément exprimés. Euh, et on a trouvé en fait une floraison de lettres d'opinion en tout genre dans tous les médias par des experts qui en fait étaient pas forcément experts du domaine. Alors bon, là, l'idée est vraiment pas de blâmer Normand Mousseau, que j'estime énormément par ailleurs, mais voilà, Normand Mousseau est professeur de physique à l'Université de Montréal, et il s'est énormément exprimé sur la gestion sanitaire, sur l'épidémiologie, euh, sûrement de façon intéressante et pertinente, mais, mais sa position de professeur de physique ne le rend pas légitime, en fait, pour donner son opinion en tant qu'expert sur ce sujet-là. Il peut le faire en tant que citoyen, mais pas en tant qu'expert. Et ça a été très mal compris dans les médias, ce qui fait qu'on a vraiment eu toutes sortes d'experts, considérés comme des experts parce qu'ils étaient dans l'université. Là, j'ai un autre exemple, voilà, une professeure retraitée en tout cas, en affaires, enfin, voilà, qui s'exprime sur l'étrangeté de la deuxième vague. Pourquoi pas? Mais le problème, c'est que le public n'est pas armé pour faire la différence entre l'opinion d'un virologue et l'opinion d'un physicien, par exemple. Donc, on a eu cette espèce de confusion des genres. Et l'exemple dont on m'a demandé un petit peu de parler aujourd'hui, mais je ne veux pas m'éterniser là-dessus, mais ça a été surtout un problème en France, mais c'est arrivé ici aussi. C'est l'exemple de Didier Raoult, donc, qui coche un peu toutes les cases. Il a un CV irréprochable, il a le costume, les accessoires du scientifique, c'est-à-dire qu'il a toujours son sarrau blanc, ses graphiques, ses papiers quand il s'exprime, donc ça fait très sérieux. Il a l'attitude du scientifique, un ton un peu péremptoire, et il a la certitude du scientifique. Et c'est bien ça le problème, c'est-à-dire que la science, c'est pas des certitudes. Et ça, c'est encore une fois un manque de perception et d'éducation du grand public. La science, qu'est-ce que c'est? D'abord, la démarche scientifique est un processus lent. Elle est plutôt faite de questions. Certes, il y a des certitudes, il y a un socle de base, mais quand la recherche avance, on répond à des questions, on a des doutes. C'est un faisceau d'études allant dans le même sens qui va finalement permettre de valider des hypothèses et d'obtenir un consensus. Et parfois, il faut aussi admettre qu'il n'y a pas de consensus. La science, elle n'est pas toujours noire ou blanche. Des fois, c'est très nuancé, c'est gris, on n'a pas vraiment de réponse. Et ça, c'est très difficile à entendre pour le grand public. Et surtout, en fait, la science, elle ne dit pas quoi faire. Et là encore, c'est la source de la confusion, c'est qu'on a des faits scientifiques, ensuite on a des décisions politiques, mais c'est pas la science qui nous dit quoi décider. Ce sont des décisions qui sont fondées, plus ou moins sur la science, mais ça reste des décisions humaines et politiques. Donc, le public, lui, en fait, il attend l'inverse de tout ça, c'est-à-dire qu'il attend des réponses rapides, simples, il attend des certitudes, il a besoin qu'on lui dise, voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement. Il veut être conforté dans ses opinions, dans ses désirs. Je pense qu'on aurait tous aimé qu'on nous dise au début de la pandémie, ah, mais c'est pas grave, en fait, le taux de mortalité, il est négligeable. Ils veulent s'en remettre à un expert qui détient le savoir, la vérité absolue. C'est beaucoup plus simple de suivre quelqu'un et de pas trop se poser de questions que de se rendre compte qu'en fait, tout est nuancé et complexe. Et puis, le public est très séduit par le narratif du chercheur qui se dresse un peu contre le pouvoir établi, alors que ce soit Big Pharma, le gouvernement, la pensée unique, le Deep State, en tout cas Bill Gates, name it là. Mais ce narratif-là est très séduisant pour le grand public. Ça, c'est quelque chose qui circulait au début de la pandémie que je trouvais très, très parlant, en fait. Voilà, on vous propose un reportage étoffé qui se base sur plein d'études, plein d'experts qui ont des connaissances approfondies. Ah mon Dieu, c'est compliqué. Par contre, n'importe quel gars vendeur d'ananas, et c'est un exemple véridique, se filme en disant des faussetés sur la pandémie, là, on l'écoute. Donc, c'est assez représentatif de ce qui s'est passé pendant la pandémie en termes de diffusion de fausses nouvelles également. Donc, évidemment, tout ça, c'est ce qu'on appelle le biais d'autorité qui a été extrêmement exploité par ces experts-là.
C'est un biais qui est connu depuis longtemps, qui a été énormément utilisé en publicité. Vous voyez, on utilisait la caution du docteur pour vendre des cigarettes. Et puis alors, soit on s'en remet à des experts qui sont vraiment légitimes, soit on s'en remet à des experts qui ont une légitimité plus ou moins pertinente. Là, par exemple, ce monsieur Éric Saint-Germain, qui est un prof, je pense, de secondaire ou de cégep, de secondaire, en fait, qui avait fait une vidéo au début de la pandémie où il expliquait à grand renfort de graphiques et de chiffres que les masques, ça pouvait pas marcher parce que le virus était trop petit et passait au travers des mailles. Et puis, il avait eu un gros succès au Québec, alors que, bon, voilà, le gars avait visiblement fait aucune étude sur le sujet. Et donc, il y a eu énormément de dérives, alors encore un peu moins ici qu'en Europe ou aux États-Unis, mais avec des experts qui, en fait, se postent qui attestent par leur statut, en fait, que ce qu'ils disent sont vrais, même s'ils ne maîtrisent pas forcément le sujet, qui se postent en oracle également, c'est-à-dire beaucoup de prévisions, ça n'arrivera pas, il n'y aura pas de deuxième vague, les vaccins ne marcheront pas, enfin, il n'y aura pas de variants, bref, toutes sortes de prédictions en tout genre, et tous les bons scientifiques ne se risquent jamais à faire ça. Les médias demandent leur assentiment, leur analyse, comme si c'était la même chose, leurs sentiments, pardon. Et ça, c'est la parade de Didier Raoult, par exemple. Vous n'êtes pas scientifique, donc de toute façon, vous ne pouvez pas comprendre ce que je dis. Donc, on ne peut pas les challenger, on peut pas les mettre face à leurs contradictions parce que, en tant que journaliste ou en tant que grand public, de toute façon, on est trop imbécile pour pouvoir le faire. Je vais passer rapidement sur l'histoire de l'hydroxychloroquine parce que honnêtement, je pense que tout le monde en a un peu soupé. Mais c'est ça, en fait, tout est parti d'une étude de Didier Raoult qu'il avait postée sur son site internet. Au début, c'était même pas publié. Une étude très médiocre. Ça, je pense que l'ensemble de la communauté scientifique l'a très vite repéré. C'est-à-dire que je vous passe les détails, mais en gros, il y avait une vingtaine de patients traités ou à peine plus. Les patients dont l'état s'est aggravé ont été exclus des statistiques. L'étude n'était pas randomisée, donc les groupes étaient extrêmement hétérogènes. C'était pas mené en double aveugle. Bref, il n'y avait rien là-dedans qui était de qualité suffisante pour lancer l'espèce de folie autour de l'hydroxychloroquine. Et pourtant, ça a marché. C'est-à-dire qu'il y a eu des conséquences sanitaires mondiales à partir de cette seule étude. En France, on a autorisé la prescription d'hydroxychloroquine à tous les malades. Bon, ça n'a pas duré très longtemps, mais n'empêche que ça a été comme ça au début. Au Brésil, Bolsonaro s'en est vraiment remis à ça pour ne pas mettre en place de mesures sanitaires en disant mais de toute façon, il y a un traitement. Pareil, en Inde, il y a eu beaucoup de dérives là-dessus. Il y a eu des centaines, c'est vraiment ça la quantité d'essais et d'analyses qui ont été conduits avec l'hydroxychloroquine, donc parfois au détriment d'autres molécules qui auraient pu être testées plus tôt, mais il y a vraiment eu un effort financier mondial vers cette molécule-là. Et puis, avec un clivage très rapidement de la population où Raoult était en fait érigé en défenseur de la vraie médecine contre la science élitiste, protocolaire. Voilà, donc ça a été extrêmement clivant au point que il y a eu des analyses du comité d'éthique du CNRS en France, donc qui a parlé de populisme scientifique, où en fait certains experts, sans nommer Raoult directement, mais évidemment lui, mais d'autres également, ont un peu surfé sur la vague, sur l'ignorance, sur la peur, sur l'anxiété, en propageant des fausses informations, ou du moins en n'étant pas tout à fait honnête avec la population. Et ça a eu des lourdes conséquences. Et du côté des médias, évidemment, il y a aussi ce désir de faire de l'audience avec ces personnalités qui sont des personnalités très fortes. Et donc, il y en a qui ont entretenu volontairement, en fait, qui ont donné des tribunes à ces experts-là. Et puis, évidemment, Internet sert en fait de terreau extrêmement fertile à toute personne un petit peu charismatique qui veut lancer des fausses théories en tout genre. Donc, évidemment, on s'est retrouvé dans un flot de fausses informations. Je passe rapidement là-dessus, mais bon, en gros, moi, j'ai posé une plainte à Radio-Canada après une entrevue d'une quarantaine de minutes, 45 minutes de Didier Raoult par Stéphane Bureau, où en gros,
il enlignait les faussetés sur la corruption qui faisait qu'on ne pouvait pas avoir d'hydroxychloroquine au Canada, sur la faible efficacité des vaccins. En tout cas, c'était faux sur faux sur faux sur faux, avec aucune contradiction de la part de l'animateur. Moi, je respecte beaucoup Stéphane Bureau, c'était évidemment pas contre lui, c'était contre Radio-Canada qui a autorisé cette entrevue préenregistrée après l'avoir écoutée, qui a donc validé la chose et qui, pour moi, a contribué à diffuser des fausses informations. Et en fait, ma plainte a été reconnue comme valable, disons, mais j'ai été la cible d'une espèce de cyberharcèlement, de déferlement de haine sur les réseaux sociaux parce que c'était important d'entendre les différentes versions de la science, que Stéphane Bureau faisait du journalisme courageux contre la pensée unique, qui j'étais moi pour pouvoir dire ça. Vous voyez à droite, là, Jean-François Lisée qui a salué le courage de Stéphane Bureau contre la stérilisation de la parole. En tout cas, ça a pris vraiment des proportions complètement folles. Alors que, encore une fois, moi, c'était vraiment parce que je pense que les gens ont droit à une qualité d'information scientifique, à une information scientifique de qualité, et je pense que diffuser ce genre de fausses informations nuit, surtout de la part d'un diffuseur public, surtout dans un public qui est déjà en proie au doute, qui a déjà une méfiance envers les scientifiques et la science. Donc, vous étiez pas mal bon, je pense, dans le sondage, mais c'est effectivement 1 personne sur 5 au Québec qui adhère à des thèses complotistes. Ça, c'est un sondage qui a été mené au début de la pandémie. Donc, une des questions était est-ce que la pandémie a été inventée pour contrôler la population? Mais il y avait aussi d'autres thèses comme le fait que les attentats du 11 septembre s'étaient enregistrés par la CIA et toutes sortes de choses. Donc c'est ça, il y a quand même une bonne part de la population qui est très sensible et réceptive à ce genre de théorie et qui ne demande que ça, d'avoir des scientifiques qui les cautionnent, en fait. Curieusement, parce qu'ils ne croient pas à la science, mais en même temps, ils aiment bien avoir des experts qui cautionnent. Donc, en fait, c'est ça, la désinformation pendant la pandémie a battu des records. Je vais passer un petit peu plus rapidement. Et il y a beaucoup de journalistes qui se sont retrouvés à devoir, en fait, au lieu de faire des enquêtes approfondies, et ben, simplement à devoir démentir ce qui circulait sur Internet. Et c'est un peu tragique et en même temps, il faut le faire, mais c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont qualifiés pour faire des enquêtes, des choses intéressantes en journalisme scientifique et qui sont en fait employés à tout simplement débunker des vidéos où on nous explique que Bill Gates nous met des puces GPS dans le vaccin. Et ben, il faut quand même qu'on alloue des ressources pour démentir ça. Donc, c'est un peu, un peu le drame du journalisme scientifique ces dernières années. Et puis ça continue. Évidemment, je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais vous l'avez sûrement vu. En fait, c'est souvent d'ailleurs les mêmes réseaux de personnes qui propagent aussi les fausses informations sur l'Ukraine notamment. Et c'est ça. Donc, il faut dire que c'est difficile de s'y retrouver. Je ne dis pas que les gens sont idiots. Au Canada, 90% des gens, vous étiez bon aussi, admettent avoir été bernés au moins une fois par des fausses nouvelles sur Internet. Ce sont vraiment les Facebook et les réseaux sociaux en général qui sont considérés comme des sources d'informations peu fiables. Et c'est effectivement le cas. Et je vais accélérer, je ne sais pas trop qui m'intéresse, mais je vais essayer d'aller vite. Sur pourquoi les fausses nouvelles, en fait, elles sont si attirantes. C'est pas parce que les gens sont idiots, mais c'est parce qu'elles sont conçues pour exploiter nos biais cognitifs, et on en a tous des biais cognitifs. Et les fausses nouvelles, en fait, elles jouent sur les émotions, hein, sur la peur, la colère, l'indignation. Une vraie information scientifique nuancée, avec des pincettes parce que c'est in vitro, mais c'est pas hyper sexy, hein, en termes journalistiques, alors que quelque chose d'un peu frontal, un peu tranché, là, ça marche forcément beaucoup mieux. Donc, c'est des nouvelles qui révèlent des scandales, qui révèlent des choses qu'on ne savait pas, des choses cachées, qui vont à l'encontre du système, du courant de pensée dominant. Donc, ça donne l'impression aux gens que eux, ils ont compris, ils sont au-dessus du lot, ils sont pas des moutons. Donc, c'est très séduisant, en fait, ce genre de nouvelles. Donc, vous savez ce que c'est, les biais cognitifs, c'est simplement des erreurs de jugement, hein, que le cerveau fait de façon systématique, et on en fait tous. On pense être à l'abri, on pense être très logique, mais on ne l'est pas du tout, ou en tout cas pas tout le temps. C'est vraiment l'équivalent d'une illusion d'optique pour le cerveau.
Donc, c'est des raccourcis intellectuels qui nous permettent de composer avec la surinformation, le doute, l'anxiété, l'ambiguïté, l'incertitude, donc tout ce qui caractérise une pandémie finalement. Donc, on comprend pourquoi ça marche si bien dans ces moments-là. Et ça nous fait percevoir la réalité comme plus prévisible qu'elle n'est, ce qui est très rassurant. D'ailleurs, ce sont des enjeux, en fait, les biais cognitifs ont été sélectionnés par l'évolution parce qu'ils nous permettent de faire face à toutes sortes d'aléas. Donc, il y en a énormément, je ne vais évidemment pas tous vous les citer. On a parlé du biais d'autorité qui marche très bien en santé. Il y en a d'autres, le biais de confirmation. On aime bien qu'on nous dise ce qu'on pense déjà, ça, c'est ce qu'on préfère. On n'aime pas être contrarié dans nos opinions. Il y a l'illusion de corrélation. On fait des liens entre des choses qu'on n'a pas, mais notre cerveau est conçu pour ça. On fait confiance aux gens qui on a déjà confiance. Donc, c'est comme ça qu'on se retrouve facilement dans ce qu'on appelle les chambres d'écho. C'est-à-dire qu'on va être exposé à de l'information qui nous conforte dans nos opinions. Là, on voit en fait sur Facebook, en bleu, ce sont les utilisateurs qui sont exposés à des sources conspirationnistes, qui sont très, très regroupées, et en rouge, ceux qui sont exposés à des sources scientifiques. Ils sont moins nombreux. Et surtout, ça ne se mélange pas. Donc, en fait, on peut très bien vivre dans des bulles, et c'est vraiment ça qui se passe, où on ne voit passer que de l'information qui correspond à ce qu'on pense déjà. Donc, on est très peu exposé aux autres opinions et aux autres idées. Et il faut pas oublier ça. Encore une fois, il n'y a pas de condescendance là-dedans, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'une bonne part de la population ne peut pas comprendre les enjeux complexes. Il y a beaucoup d'analphabétisme fonctionnel, donc des gens qui ont du mal à comprendre des textes compliqués. C'est quand même la moitié de la population dans l'OCDE, avec un manque de raisonnement analytique forcément. Donc, ces gens-là, on comprend qu'ils vont aller plus vers les histoires courtes, rapides, simples, non nuancées. C'est normal. Et puis, voilà, comprendre les relations entre la Russie et l'Ukraine en 500 mots ou l'immunologie en 3 minutes, c'est impossible. Mais c'est séduisant de penser qu'on a accès à ce savoir-là aussi. Donc, voilà, il y a vraiment toutes sortes de pièges qui font que la population tombe là-dedans. Puis je vais finir très rapidement, en fait, sur le fait que la pandémie a vraiment montré qu'il était maintenant impossible de séparer la science de la politique. Et je sais pas, je n'ai pas la réponse à ça, c'est plus un constat. Comment est-ce qu'on fait pour continuer à traiter de la science, alors qu'évidemment, elle n'est pas isolée, la science, elle est toujours dans un contexte, des enjeux sociopolitiques. Euh, et c'est ça, donc c'est quelque chose qui est assez difficile à faire, de relayer l'information scientifique sans prendre en compte ces débats-là, qui ont été très, très vite au cœur, en fait, des articles. Et puis, je vous laisse, c'est ça, cette citation que je trouvais intéressante, qui est qu'on peut avoir les meilleurs essais cliniques randomisés, la meilleure évidence, enfin la meilleure preuve scientifique de qualité, et ben ça ne nous dira toujours pas ce qu'il faut faire pour prendre des décisions politiques. Or, c'est un peu ça le cœur du problème en information. Donc voilà, ouais, c'est peut-être la dernière slide, c'est juste vous montrer que les croyances politiques, les appartenances politiques affectent énormément la façon dont on reçoit l'information scientifique. Donc là, vous voyez que la perception de la dangerosité du virus au début de la pandémie était radicalement différente entre les démocrates et les républicains, alors que les faits scientifiques étaient les mêmes, mais le fait d'avoir un bagage politique particulier nous faisait dire chez les républicains, non, c'est pas dangereux, ou en tout cas pas tant, alors que les démocrates avaient plus conscience du danger. Donc voilà, j'espère que c'était pas trop confus, mais c'est ça, je voulais juste finir sur le fait que dans le fond, les journalistes et les scientifiques font le même travail. Ils vérifient les faits avec des niveaux de temps, des échelles de temps très différentes, mais pas forcément incompatibles. Et voilà, je suis là pour vos questions si vous en avez.